Bah c'est parti, c'est parti, pourquoi pas partir, allons-y. Je vais vous partager un lien d'une chaîne YouTube que j'adore, que j'adore, que j'adore. C'est un YouTuber, je crois qu'il est anglais, qui s'appelle James Jani. Il faut regarder ses vidéos, je vous oblige, voilà, s'il vous plaît. Je peux pas faire justice à cette affaire avec juste le petit article que j'ai, donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo de James Jani. Les crypto-monnaies, déjà moi je comprenais pas. Donc déjà quand je comprends pas un truc, ça m'énerve. Et je sentais l'arnaque, tu sais. Moi je suis une meuf trop naïve, qui se fait trop couiller facilement. Tu me parles gentiment, je vais te dire oui, je vais acheter qu'est-ce que tu me donnes. Mais là, et ben voilà, il se trouve que j'avais raison. Tu vois les pyramides de Ponzi? Les pyramides de Ponzi sont interdites. Donc il y a des sociétés comme Herbalife qui ont trouvé à contourner le truc en incluant un produit, donc tout ce qui est MLM. Le système des MLM, c'est une pyramide de Ponzi rendue légale avec un produit. Et la crypto-monnaie, c'est exactement ça. C'est de la pyramide de Ponzi rendue légale par une monnaie. Sam Bankman-Fried, superstar déchu des crypto-monnaies, a été condamné jeudi à 25 ans de prison pour l'une des pires fraudes financières de l'histoire récente, après que le juge a considéré notamment qu'il avait commis plusieurs parjures à la barre. Là, on est au-dessus de... comment il s'appelle l'autre là? Comment il s'appelle le français là? Madoff, merci, qui l'a trouvé? Bravo. Sam Bankman-Fried avait déjà été reconnu coupable par un jury en novembre des 7 chefs d'accusation retenus contre lui lors d'un procès, à l'issue duquel le procureur de New York, Damian Williams, avait réclamé entre 40 et 50 ans de réclusion. Lors de l'audience devant un tribunal de New York jeudi, le juge fédéral Lewis Kaplan n'a pas mâché ces mots, relevant que le jeune homme n'avait jamais eu un mot de remords pour avoir commis un crime terrible. Il a affirmé, exemple à l'appui, que SBF, son surnom, Sam Bankman-Fried, avait commis au moins 3 parjures lorsqu'il avait témoigné pendant son procès, ainsi qu'une subornation de témoins. De son côté, le trentenaire, qui a l'intention de faire appel, a présenté ses excuses reconnaissant avoir pris une série de mauvaises décisions. Beaucoup de personnes ont l'impression qu'on les a laissées tomber, et on les a laissées tomber. J'en suis désolée, même si je me suis rempli les poches au passage. Je suis désolée de ce qu'il s'est passé à tous les niveaux. SBF a utilisé, sans leur accord, les avoirs des clients de sa plateforme d'échange de devises numériques FTX pour effectuer des transactions à risque via sa société sœur Alameda, pour acheter des biens immobiliers et pour en faire des donations publiques. Soumise à des demandes massives de retrait venus de clients paniqués, FTX a implosé en novembre 2022. Au moment de son dépôt de bilan, environ 9 milliards de dollars manquaient à l'appel. 6,4 milliards de dollars ont été récupérés. Je sais pas si t'imagines combien cette société a généré. Enfin, a volé. En quelques heures, l'image du petit génie fantasque, à la chevelure fournie et aux perpétuels shorts et t-shirts, s'est effondrée pour laisser place à celle d'un apprenti sorcier, adepte de paris insensés. Les liquidateurs du groupe ont déjà récupéré environ 6,4 milliards de dollars en numéraire et prévoient de rembourser intégralement les clients lésés. Ils profitent notamment de l'appréciation brutale des crypto-monnaies qui se sont remises après un millésime 2022 catastrophique marqué par plusieurs faillites et ponctué par le scandale FTX. Face à la menace d'une très lourde peine, les avocats de Sam Bankman-Fried, qui vient de fêter ses 32 ans, avaient cherché à dépeindre un SBF plus humain que le manipulateur décrit lors de son procès. Jamais mis en cause pour enrichissement personnel. Ceux qui connaissent Sam savent qu'il est désintéressé, altruiste. Le mec, elle avait écrit ses conseils dans un document soumis au juge Kaplan avant l'audience, accompagné de dizaines de lettres de soutien de proches. Les personnes qui l'ont côtoyé comprennent que sa conduite n'a jamais été motivée par la cupidité ou la soif de prestige. Mais c'était pourquoi, en fait, du coup, là, si c'est ni pour la thune, ni pour le prestige. Le fait que l'ancien élève du Massachusetts Institute of Technology, le fameux MIT, n'a jamais été mis en cause pour enrichissement personnel et a conservé jusqu'au bout l'essentiel de sa fortune en actions FTX, dont la valeur s'est évaporée. Lors de son procès qui aura duré 5 semaines, les avocats de SBF l'avaient présenté comme un jeune chef d'entreprise dépassé par sa charge de travail et victime des erreurs de jugement de ses associés et employés. Un chef qui dit « c'est pas moi, c'est mes employés », c'est pas un bon chef. Pour obtenir la clémence du magistrat fédéral, ils avaient aussi mentionné le fait que cet ancien trader présentait des troubles du spectre de l'autisme, ce qui le rend, selon eux, vulnérable au sein d'une population carcérale. Je suis autiste, je peux pas aller en tôle.
Bah écoute, bien sûr, hein. Fort de ces éléments, les avocats avaient suggéré une peine comprise entre un peu plus de 5 ans et 6 ans et demi de prison. Mais tu veux pas qu'on t'enferme dans un palais non plus, je sais pas moi. On va créer des châteaux pour les gens qui sont malades et qui méritent d'être enfermés dans un endroit luxueux. Lors du procès, la défense de Sam Bankman-Fried avait été fragilisée par les témoignages de 3 anciens cadres de FTX et Alameda, dont son ancienne petite amie, qui avaient tous mis en évidence de façon détaillée le rôle moteur de l'accusé dans la fraude. Excuse-moi, sans un chef, ça passe pas cette affaire. Il comprenait les règles, mais a décidé qu'elles ne lui étaient pas applicables, avait insisté le bureau du procureur dans un document transmis au juge, évoquant une mégalomanie pernicieuse et un complexe de supériorité. La vidéo de James Jani, je dis vidéo YouTube, mais c'est un documentaire. Le mec, il a fait un travail de ouf. Tu regardes le truc, t'as l'impression que c'est un film documentaire, un film. James Jani, moi, je bois ses paroles comme si c'était un prophète. Hein. Quand j'ai vu la vidéo sur lui, je dis tiens, ça m'intéresse. Je sais pas qui c'est. Du coup, lui, comment il se comporte avec les gens autour de lui. Et en fait, il a vraiment, tu sais, cultivé cette image du génie. Tu sais, du génie un peu un peu autiste. En fait, il avait vraiment ce comportement de j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent de moi. Je suis un peu dans ma bulle, du mal à établir un contact visuel et tout. Et tu te dis, ok, il a le syndrome du savant, là, comme ils disent là-bas. Et il s'habille en short, il s'habillait même pas. Genre, même, il arrivait à des meetings officiels, des trucs où il y avait des milliards qui étaient en jeu. Et le mec, il arrive en short cargo, avec des sandales, avec des tongs, avec rien à foutre. Et tu te dis, ah ouais, c'est qu'il en a tellement là-dedans qu'il est sûr que son truc va passer. Et en effet. Et ça, je pense sincèrement que ses shorts et son t-shirt et sa coupe de cheveux là, ébouriffée, pas coiffée, jamais coiffée, je suis sûre que ça a énormément contribué à lui donner de la crédibilité. C'est tellement à l'opposé de ce que t'attends dans un homme qui est dans les affaires, dans le business, dans la crypto-monnaie et tout. C'est tellement à l'opposé. Tu t'attends à des mecs en costard que ça fait justement l'effet qu'il voulait, quoi. Peut-être il avait réellement une pathologie. Bah, je doute pas qu'il soit autiste, hein. Mais excuse-moi, être autiste, être schizophrène, être tout ce que tu veux, c'est pas ça qui pardonne ton crime. Le seul cas qui est pour moi acceptable où tu peux dire ok là, il ou elle avait raison de tuer, c'est la légitime défense. C'est pour ça que la justice considère que légitime défense, tu vas pas en taule. Et il se passe des choses graves en Finlande. Hein. Un enfant de 12 ans a été tué et 2 autres gravement blessés mardi lors de tirs déclenchés par un enfant du même âge dans une école de Vantaa au nord d'Helsinki. Aujourd'hui, après 9 heures, une fusillade a eu lieu à l'école élémentaire Viertola de Vantaa, au cours de laquelle un élève de 6e année de l'école est décédé. 2 enfants ont également été gravement blessés. La police a annoncé avoir été dépêchée sur les lieux après 9 heures heure locale et le suspect a été appréhendé vers 10 heures à Helsinki. Elle a ensuite indiqué que les 3 blessés et le suspect étaient tous âgés de 12 ans. L'arrestation s'est déroulée dans le calme. L'auteur était en possession d'une arme à feu, a indiqué la police sur son site internet. Une vidéo diffusée par le quotidien Iltalehti est présentée comme l'arrestation du suspect montre 2 policiers maintenant au sol une personne allongée sur le ventre. Des parents d'enfants scolarisés dans l'école ont dit aux médias finlandais que les tirs s'étaient produits dans une classe, précisant avoir eu leurs enfants au téléphone. Les élèves ont été gardés dans leur classe et les parents affluent en nombre à l'école où ils sont pris en charge par des policiers, selon la télévision publique ILE. Précédent dans les années 2000. Une cellule de crise réunissant les personnels de l'école et de la municipalité a été mise en place, selon les médias finlandais. Je ne peux qu'imaginer la douleur et l'inquiétude ressenties par de nombreuses familles actuellement, a réagi la ministre de l'Intérieur, Mari Rantanen, sur X, ajoutant que la journée avait commencé de façon choquante. Le pays nordique a connu 2 tragédies similaires au début des années 2000. En novembre 2007, un homme de 18 ans avait ouvert le feu dans une école, collège et lycée, de Jokela, à une 50aine de kilomètres au nord de la capitale, Helsinki, tuant 8 personnes, le directeur, l'infirmière et 6 élèves. L'assaillant s'était donné la mort après l'attaque. Un an plus tard, en septembre 2008, une fusillade a eu lieu dans une école professionnelle de Kauhajoki, à l'ouest, perpétré par Matti Juhani-Sari, 22 ans, tuant 10 personnes. Il s'est lui aussi donné la mort peu après. J'étais pas au courant qu'il y avait eu deux fusillades qui ont fait en plus autant de victimes en Finlande. Hein. Depuis, des centaines d'écoles ont été menacées d'actes similaires selon la revue Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. T'aimes bien mon accent français dégueulasse, qui pointe les problèmes de santé mentale comme raison principale derrière ce fléau.
Un homme condamné pour une agression sexuelle commise à l'endroit d'une adolescente de 15 ans lors d'une soirée qu'il animait lance une fondation pour prévenir les situations qui ont mené à son acte et pour se racheter du mal qu'il a causé. Au début des années 2010, la carrière de Pierre-François Blondeau, chanteur d'un groupe électropop en plein essor, battait son plein. En plus de faire la première partie de LMFAO au Festival d'été de Québec, celui qu'on connaissait sous le pseudonyme Midas commençait à percer la scène américaine. Oh, il a tout gâché. Mais tout s'est écroulé lors d'une rave party destinée aux jeunes de 15 à 25 ans dont il était l'animateur à Victoriaville en octobre 2014. Lors de cette soirée, il a eu une relation sexuelle avec une adolescente de 15 ans qui avait consommé beaucoup d'alcool et de drogue durant la soirée. Cela lui a valu une accusation d'agression sexuelle. Quand j'y pense aujourd'hui, ce n'était vraiment pas brillant de faire ce genre d'événement avec des mineurs. C'était évident que ça pouvait mal virer. Mais c'était vraiment populaire à l'époque, souligne celui qui avait 21 ans lors des faits. En juillet 2017, Pierre-François Blondeau a finalement écopé de 30 mois de prison pour son geste. Après avoir été débouté en appel, il a été libéré en mars 2019 à la suite d'une détention de 11 mois. Monsieur Blondeau confie avoir été dans le déni concernant sa responsabilité dans l'affaire durant tout le processus judiciaire, affirmant ne pas avoir eu de mauvaises intentions. Je me concentrais tellement sur la crainte d'aller en prison que je ne réalisais pas le mal que j'aurais pu causer. J'étais tellement convaincue de mon innocence que je suis rentrée en prison en veston. C'était une invitation à se faire casser la gueule. Son cheminement concernant la responsabilité dans le crime qu'il a commis n'a pu être amorcé qu'après son douloureux passage dans les prisons fédérales. Dans les derniers mois, il a même organisé une rencontre avec sa victime. On a parlé de cette soirée-là et c'était la première fois que j'ai pu m'excuser en étant sincère, affirme l'homme aujourd'hui âgé de 30 ans. C'est bien, je trouve que c'est une belle histoire. Près de 10 ans après le crime, Pierre-François Blondeau s'apprête maintenant à lancer un organisme à but non lucratif, OBNL, pour prévenir des situations comme la sienne avec l'aide de son avocate carcérale. Ça fait partie de mon histoire, que je le veuille ou non. Maintenant, je veux pouvoir faire le bien en me servant de l'expérience de mon vécu, lance Pierre-François Blondeau. Bien qu'elle soit encore à ses balbutiements, la fondation Bonhomme s'adressera aux hommes pour leur faire prendre conscience de la portée de leurs actes. Je veux leur faire réaliser que même s'ils n'ont pas d'intention malveillante auprès des femmes, ils peuvent quand même causer du tort. Au même titre que quelqu'un qui boit au volant et qui frappe un piéton, image le jeune homme qui travaille toujours dans l'univers musical à titre de producteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais plus ce que j'allais dire, mais vous êtes au courant de la jeune fille qui a été en France, dans l'Oise, je crois que c'est dans l'Oise, puisqu'on parle d'abus, donc il y a une jeune fille dans l'Oise, qui, je sais plus comment elle s'appelle, elle a été violée. Alors ça s'est passé, écoute, je vais te lire un article vite fait, parce que franchement, cette affaire, elle est trop grave. Donc je vous lis vite fait ce que j'ai trouvé, mais c'est pas grand-chose. Enfin, c'est pas grand-chose, je veux dire, c'est pas, je pense pas que ce soit un article aussi détaillé que ce que je pourrais faire d'habitude. Alors, une adolescente de 13 ans est décédée mercredi après avoir subi un viol à Rantigny le 6 mars. 3 personnes ont été mises en examen dans le cadre de l'enquête. Parmi elles, le violeur présumé a été placé en détention provisoire. Une autopsie devrait permettre de déterminer précisément les causes du décès. Une adolescente de 13 ans est décédée mercredi à l'hôpital où elle avait été admise 3 semaines plus tôt à la suite d'un viol. Cette jeune fille a été violée donc à Rantigny, à 15 km de Creil. Blessée à la suite de cette agression, elle avait été hospitalisée dans un état grave avec pronostic vital engagé. Le suspect est inconnu de la justice. 3 personnes ont été mises en examen le 19 mars, donc dans une instruction ouverte pour viol commis sur une mineure de 15 ans par un majeur avec une différence d'âge d'au moins 5 ans. Au moins 5 ans. La saisine du juge d'instruction a été étendue à la suite du décès de la jeune fille à la qualification de viol ayant entraîné la mort, infraction punie de 30 ans de réclusion criminelle. C'est pas un truc de ouf? Parmi ces 3 mis en examen, le violeur, présumé majeur, a été placé en détention provisoire. 2 autres personnes soupçonnées d'abstention volontaire d'empêcher un crime ont été laissées libres. L'un d'entre eux majeur est placé sous contrôle judiciaire, l'autre mineur sous mesure éducative judiciaire provisoire. Il n'a aucun antécédent judiciaire, le mineur. Elle est tombée dans le coma après le viol. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, un viol doux, ça n'existe pas. Il y a des degrés dans un viol, il y a des degrés. Là, clairement, c'est le degré maximal, hein. Elle est morte. Tu te rends compte à quel point le viol a dû être d'une violence incroyable pour qu'elle en meure. Mais comment tu peux mourir d'être violée? C'est très rare, c'est hyper rare, ça arrive quasiment jamais. Et moi, ce qui m'a fait débecter, on dit comme ça, ce qui m'a donné envie de gerber,
C'est les commentaires que j'ai vus sur Instagram. Donc moi, j'ai vu cette affaire sur Instagram. Et apparemment, elle l'aurait cherché. Hein, d'après les commentaires sur Instagram, apparemment, elle l'aurait cherché. Il y a des gens qui blâment les parents, qui disent mais vous êtes où les parents, pourquoi vous surveillez pas vos gosses? Donc tu veux quoi, que je la mette en laisse, que je la tienne en laisse, que je la laisse à la maison? Et il y a quelqu'un qui a très pertinemment répondu à un commentaire comme ça, violent, et qui a dit les enfants les enfermer à la maison, ça crée d'autres problèmes de toute façon. Et je suis totalement d'accord. Mais comment tu peux blâmer un parent de la mort de son enfant qui s'est fait violer par un abruti? De ce que j'ai compris, elle connaissait le mec, elle connaissait les personnes, et elle y est allée, quoi. Donc déjà, rien que ça, quand une femme, elle va chez quelqu'un et qu'elle se fait violer, alors j'aurais dit, c'est de ta faute, pourquoi t'es allée là-bas? Ah, ok, d'accord, comme si je savais qu'il allait me violer. Mais je sais pas pourquoi il y a des gens qui disent que c'est pas vraiment un viol parce qu'elle était consentante. Et apparemment, c'est comment les choses ont dérapé, voilà. D'ailleurs, le média brut, ils s'est pris plein la gueule sur Instagram parce qu'ils ont dit les choses ont dérapé. Et puis elle est tombée dans le coma, en fait. Elle a perdu conscience et elle est tombée dans le coma. Donc, puis il y a des gens qui disent, oui, mais si c'est un viol, comment ça a pu déraper? Enfin, c'est déjà depuis le départ, voilà. Et il y a des gens qui relèvent le fait qu'elle était consentante, enfin, qu'elle y est allée, qu'elle voulait avoir ce rapport apparemment avec ce garçon, je ne sais pas. Mais quand bien même, t'es consentante à 15 ans avec un mec qui a plus de 20 ans, il a plus de 20 ans. On ne sait pas quel âge exactement il a, mais d'après les accusations, d'après les chefs d'accusation, il a au moins 5 ans de plus qu'elle. Donc ça veut dire qu'il peut très bien en avoir 21 comme 30, comme 40. Qui consent à un rapport sexuel qui mène à ta mort? C'est ça ma question. Ah oui, elle a pas 15 ans, qu'est-ce que je raconte? Elle a 13 ans. Elle a 13 ans, donc déjà, il n'y a même pas de consentement possible. Voilà. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, je voyais 15 ans. C'était la fille de l'affaire canadienne. Une meuf de 13 ans, elle vient chez toi, elle te dit, j'ai envie de coucher avec toi. Non, en fait, c'est toi l'adulte et c'est toi qui dois dire non. Même si elle te dit ça. Et il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire qui m'a vraiment bouleversée. Il y a quelqu'un qui a dit, je vous demande pardon à la mère de la fille, pardon pour toutes les conneries que vous allez lire dans les commentaires et tout, désolé, pardon. Et que votre fille repose en paix et tout. Moi, ça m'écoeure. Tu perds ton enfant qui a 13 ans. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire pour être considérée comme une bonne mère? De toute façon, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un qui va dire quelque chose. Il y aura toujours quelqu'un. Il n'y a jamais personne qui a l'unanimité d'accord sur un truc. Il y a un génocide en cours à Gaza, et il y a des gens qui disent non, c'est une guerre, comment ils appellent ça là? Avec l'armée la plus morale du monde. Faut arrêter. Je sais que ça va paraître con ce que je dis, mais voilà que mon chat m'a inspiré. Link m'a inspiré. Assam, donc le grand chat que j'ai qui a 2 ans et demi, Assam, des fois, il le regarde et il crache dessus. Enfin, on dit feuler apparemment en français, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Donc Assam, il feule. Et quand Link vient le voir, il va lui feuler dessus. Link, il s'en bat les couilles. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Link, il est petit. En plus, quand il est arrivé, il était vraiment très maigre et tout. Il est petit. Et donc, imagine-toi, en fait, Assam, il est là, il lui crache dessus, il essaie de le croquer, il le croque pas, mais il fait genre qu'il va le croquer, pour lui dire, hey, dégage de là, c'est ma place. Et Link, il est là. Mais il s'en bat les steaks, il s'allonge, il fait comme il a envie de faire d'habitude, en fait. C'est-à-dire que Link, il aime bien les câlins, donc il s'allonge, il tend ses bras, il tend ses pieds, enfin, il s'en bat les steaks. Et je me suis dit, mais putain, Link, faut que je sois comme toi. Link, mon petit aventurier, je l'appelle mon petit aventurier parce qu'on l'a appelé Link par rapport à Zelda. Donc j'ai regardé, je dis Link, vas-y, tu sais quoi, tu vas être mon inspiration, je vais être plus comme toi. Quand il y a quelqu'un qui va me dire un truc, je veux rien à battre, je vais faire qu'est-ce que j'ai envie. Ah putain, donc faut vivre et laisser vivre. Fais comme Link, tu t'en bats les steaks. On continue. Donc je ne sais plus où j'en étais-je. Qu'est-ce que vous pensez de l'herbe thérapeutique? L'Allemagne autorise depuis lundi 1er avril, et ce n'est pas un poisson d'avril, l'usage très encadré du cannabis, devenant le plus grand pays de l'Europe à légaliser cette substance avec une réforme qui suscite autant d'attentes que de craintes. Les adultes amateurs de cannabis peuvent désormais en détenir, en consommer, en cultiver dans des conditions limitées par la loi. À minuit, l'heure des premiers joints légaux, quelques 1500 personnes ont célébré ce changement dans des volutes de fumée devant l'emblématique porte de Brandebourg au cœur de Berlin. Au milieu de la foule jeune et joyeuse, Niazi, âgé de 25 ans, dit vouloir dans la dépénalisation un peu de liberté supplémentaire. C'est la fin de la criminalisation de plusieurs millions de personnes en Allemagne, a salué de son côté Thorsten Dietrich, militant de la légalisation depuis plusieurs décennies. Il a quel âge le mec? Après la dépénalisation engagée par Malte en 2021, ah bon? Et le Luxembourg l'an dernier?
Non! L'Allemagne applique ainsi l'une des lois les plus libérales d'Europe. La possession de 25 grammes de cannabis séché est autorisée dans les lieux publics, ainsi que la culture à domicile jusqu'à 50 grammes et 3 plants par adulte. Une approche diamétralement opposée à celle de la France et différente de celle des Pays-Bas, où la consommation de hashish n'est pas légale mais tolérée, notamment à travers les coffee shops. La distribution se fera à partir du 1er juillet seulement via des clubs cannabis. Ah, ça va s'appeler des clubs cannabis, d'accord. Donc en Hollande, c'est coffee shop, et en Allemagne, ce sera club cannabis. C'est sympa. Ces associations à but non lucratif pourront vendre à leurs membres un maximum de 25 grammes par jour et pas plus de 50 grammes par mois. Ah, il faut être membre, d'accord. D'où la mise en garde de Georges Wurth, représentant de la Fédération allemande du chanvre. Jusque-là, il ne faut pas que le consommateur dise au policier où il a acheté son cannabis, puisqu'il n'y a pas encore de circuit légal. Les clubs, sortes de jardins partagés du cannabis, pourront cultiver la drogue, contrôlée par les autorités. Chaque association pourra accueillir, moyennant une cotisation, au maximum 500 personnes qui résident depuis plus de 6 mois en Allemagne. Il faut être allemand, donc c'est pas comme le Pays-Bas. Mon fils, tu es en train d'écrire sur le texte. Nombre de représentants des professionnels de santé ont dit craindre une augmentation de la consommation, particulièrement chez les jeunes. Jusqu'à 25 ans, la consommation de cannabis comporte des risques accrus pour le cerveau encore en formation. Selon le gouvernement, la nouvelle législation, ardemment voulue par écologistes et libéraux de la coalition du chancelier social-démocrate Olaf Scholz, devrait permettre de lutter plus efficacement contre les trafics. Le cannabis sort de la zone taboue, a salué lundi le ministre de la Santé Karl Lauterbach, médecin de profession, sur le réseau social X. C'est mieux pour une véritable aide aux toxicomanes, pour la prévention auprès des jeunes et pour la lutte contre le marché noir. La Fédération des juges allemands anticipe un surcroît de travail en raison des amnisties découlant de la loi pour les délits liés au cannabis. Il va falloir réexaminer plus de 200 000 dossiers. La phase de transition va entraîner une augmentation ponctuelle de la charge de travail pour la police et la justice, mais à long terme, elle sera allégée, a promis le ministre de la Justice. La politique répressive va imposer une lourde charge à la police et aux procureurs, mais n'a en réalité guère empêché la consommation, poussant les consommateurs vers les revendeurs de produits de mauvaise qualité et de drogue dure. Va falloir une carte de fidélité. Ça va créer des milliers d'emplois, ça va créer des centaines de milliers d'emplois à travers le pays. Du coup, les dealers seront libérés, oui. Oui, c'est pour ça qu'ils disaient, là, il y a 200 000 dossiers qui vont être réexaminés. Faudrait que ce soit encadré par les médecins. L'alcool, c'est encadré par les médecins ? Honnêtement, je pense que le fait de dépénaliser, pour moi, c'est un peu comme l'alcool, tu vois. L'alcool, pendant un moment, c'était criminel. Hein. C'est pas une drogue, mais les effets sont... Je dirais même que les effets sont plus dévastateurs de l'alcool. À plus court terme en plus. Hein. Parce que tu bois, tu conduis, c'est chaud. Tu fumes, tu conduis, c'est moins chaud. T'as rarement des accidents de voiture qui sont causés par quelqu'un qui a été foncé au shit. Hein. Je suis d'accord, en vérité, les gens vont fumer. Et c'est vrai, je sais que... Je sais que c'est une position... Enfin, moi-même, je suis étonnée de la nouvelle position que j'ai par rapport à ça. Je suis pas contre un usage récréatif. Et médical, alors évidemment. Moi, j'ai pas de problème avec la légalisation, et je pense que ça va justement créer des emplois, et ça va permettre de générer beaucoup d'argent pour l'État. Et vu que la France adore l'argent, hein, puisqu'ils font voyager leurs costards à 3000 balles, je comprends pas que ce soit même pas, ne serait-ce qu'en pourparler. C'est qui notre président déjà ? Emmanuel Macron. Il aime tellement la thune, je comprends pas qu'il ait même pas envisagé, quoi. Je comprends pas pourquoi il est contre. Je pense qu'il déteste tellement les Arabes de banlieue que... Enfin, les Noirs et les Arabes. Hein. Enfin, les banlieusards, en vrai, de manière générale. Que non, il veut surtout pas nous faire Eh, moi, je connais des gens, demain le cannabis est légalisé en France, ils savent c'est quoi leur avenir professionnel. Hein. Ils vont ouvrir un club cannabis ou un coffee shop. Enfin bref, moi je suis pour. En France, franchement, je suis pour. Merci Stig. L'opium est le résultat de beaucoup d'œuvres d'artistes que vous adorez encore aujourd'hui. Et c'est pareil pour toute autre substance, je crois. Des livres, des films. Il y a des gens, s'ils n'étaient pas sous quelque chose, leur créativité ne serait pas la même. Moi, je t'invite à prendre des champignons hallucinogènes et faire un coloriage après. Je plaisante. Je n'encourage pas à la consommation de champignons autres que les champignons de Paris, bien sûr. Je vous invite à regarder un documentaire, franchement. Ça s'appelle... comment ça s'appelle ? Voyage au confort de l'esprit. Donc c'est un documentaire sur Netflix qui parle de LSD, MDMA, psilocybine, ayahuasca, et une autre, j'ai oublié son nom, c'est un truc mexicain. Mais ce documentaire te donne envie de prendre des substances, hein, excuse-moi, mais ne serait-ce que pour guérir de certains, d'addictions justement. Et en fait, les drogues qu'on appelle dures,
LSD, MDMA, tout ça. Déjà, il retrace l'histoire, il te dit comment le truc elle a été découvert, inventé, créé, enfin voilà, par accident. LSD, c'était un accident. En fait, on t'explique vraiment, tu vois, d'où vient le truc, pourquoi ça a été interdit, et pourquoi là, on est en train de reprendre les essais cliniques. Il existe une clinique en Suisse qui fait des essais sur l'addiction, sur la dépression, et sur les envies, voilà, Albert Hoffman exactement, sur les envies de auto-dévivantation, tout ça. Tu prends, je sais plus quelle substance, il me semble que c'est LSD, mais je suis pas certaine, mais c'est dans un cadre purement thérapeutique, médical, et c'est pour voilà, soigner addiction, tout ça. Et ce qui est incroyable avec ces substances, c'est qu'une seule prise peut suffire pour enlever l'addiction. C'est ça que les pharmaceutiques vont sûrement combattre quand ça va vraiment se démocratiser un peu partout. Il existe aussi des centres thérapeutiques aux États-Unis et au Canada aussi, il me semble. Alors ça coûte beaucoup plus cher, et c'est encore illégal, hein, donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui font ça en sous-marin et tout, mais c'est révolutionnaire. Ça va révolutionner le monde du mal-être mental et de l'addiction en une seule prise. Et j'ai vu plein de vidéos sur YouTube sur le sujet, il y a certains youtubeurs qui ont fait des essais, machin et tout, qui en parlent et tout, enfin, c'est incroyable. Moi, je reste ouverte à ça parce que c'est des substances qu'on connaît pas, qu'on n'a pas étudiées, sur lesquelles on a arrêté les études, et d'ailleurs, le mec l'explique très bien dans le documentaire, et moi, je suis pour. Si ça peut aider des personnes qui sont addictives, et je veux bien insister sur un truc, hein. C'est pas quelque chose que, dans le documentaire, le mec dit, voilà, tu vas switcher, c'est pas tu remplaces une addiction par une autre, hein, attention, c'est une prise, et il n'y a pas d'addiction en fait. Enfin, tu développes pas une autre addiction, c'est tu arrêtes l'addiction que tu as déjà, ou la dépression grave, ou machin, tout ça, et voilà. Et tu peux faire plusieurs sessions, mais c'est espacé, enfin c'est vraiment très régulé, hein, c'est vraiment très régulé. Pour les centres qui existent déjà, ou pour les essais cliniques qui sont en cours en Suisse par exemple. Je suis chaud pour ça, parce que les méthodes qu'on a actuellement, elles ne marchent pas, hein. Elles ne marchent pas. Combien de gens font des récidives après des cures de désintoxication? Combien de personnes font des séances de thérapie qui durent 1000 ans, et au final tu arrives jamais au bout de ton truc? Je ne sais pas ce que le cas, faut laisser voir les études jusqu'où elles mènent, et voir ce que ça donne, et faut surtout pas le prendre tout seul, hein. Faut vraiment le prendre dans un cadre, enfin, si c'est quelque chose que les gens envisagent, faut le faire dans un cadre vraiment thérapeutique, avec des professionnels, des personnes qui font ça, voilà, des personnes dont c'est le métier. Faut pas se dire je vais aller prendre de la MDMA au petit dealer du coin et je vais me faire ma séance tout seul. C'est pas comme ça que ça marche. Enfin bref, mais c'est un sujet hyper intéressant. Effects of these substances. I was very surprised at what I found. What if mental health problems like OCD, PTSD, alcoholism, and depression could all be helped? Nous sommes en Écosse pour notre prochaine affaire, alors j'ai peur qu'elle ait encore dit des conneries celle-là. J.K. Rowling a mis au défi la police écossaise de l'arrêter pour ses déclarations anti-trans. Le 1er avril, la célèbre auteure de Harry Potter a publié sur ses réseaux sociaux une série de messages dénonçant une nouvelle législation écossaise contre l'incitation à la haine. Cette nouvelle loi rend illégale toute expression de haine à l'encontre de différents groupes définis par l'âge, le handicap, la foi, l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'intersexualité. L'écrivaine de 58 ans, qui s'est déjà montrée très critique à l'égard des droits des personnes transgenres, s'est dit particulièrement outrée par le fait que cette nouvelle loi n'inscrive pas les femmes dans les catégories de personnes protégées. Les législateurs écossais semblent avoir accordé plus d'importance aux sentiments des hommes qui interprètent leur idée de la féminité, même de manière misogyne ou opportuniste, qu'aux droits et libertés des femmes et des jeunes filles, a-t-elle écrit dans une longue série de messages sur X. Je suis actuellement hors du pays, mais si ce que j'ai écrit ici est considéré comme une infraction au terme de la nouvelle loi, j'ai hâte d'être arrêté à mon retour dans le berceau des Lumières écossaises. Si vous êtes d'accord avec les opinions exprimées dans ce tweet, veuillez le retweeter. La peine maximale prévue par la nouvelle loi en Écosse est de 7 ans d'emprisonnement. J.K. Rowling est en guerre depuis plusieurs années contre les droits accordés aux femmes transgenres en particulier, arguant qu'elles ne sont pas biologiquement des femmes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça fait un moment qu'elle parle comme ça en mal de gens qui sont transgenres, hein. Alors moi je croyais que ça se limitait à une personne trans n'est pas vraiment une femme, enfin pas biologiquement une femme, mais tu pourras jamais le devenir. En fait au début je pensais vraiment qu'elle disait juste ce que beaucoup de personnes disent, et des médecins le disent, hein, biologiquement, une personne qui naît avec un pénis n'est pas une femme. Maintenant être une femme, ça engage beaucoup plus de choses. Être une femme, c'est pas juste avoir un vagin et un utérus.
Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Pour moi, elle les attaque, en fait. Pourquoi t'attaques les trans, en fait? Milite pour les femmes, si tu veux, mais ne milite pas en démilitant pour des autres. Ça n'a aucun sens de faire ça. Des fédérations sportives tendent à être d'accord avec elle. Alors, c'est là, je suis désolée, hein, je veux blesser personne et offenser personne, mais je la rejoins sur le truc du sport. Je rejoins les personnes qui disent que si tu nais biologiquement homme, tu devrais pas, si tu es trans, j'estime aussi que tu ne devrais pas pouvoir concourir avec des personnes qui sont nées femmes, parce que la biologie est là. La biologie est là, même si c'est pas tout le monde pareil, mais c'est une grande majorité qui répond à sa biologie de naissance, enfin qui a un corps qui a vraiment les aptitudes de sa biologie de naissance. Et donc là, je suis d'accord pour le sport, depuis qu'il y a certains pays ou États qui ont fait créer des législations pour que les femmes trans ou les hommes trans puissent concourir dans leur catégorie du nouveau sexe choisi. Les records féminins ont explosé. Et je pense que ce n'est pas juste pour les personnes qui sont nées femmes et qui ne peuvent pas avoir accès à une biologie d'une naissance, d'être né avec un autre sexe. Pour les hommes, ça ne pose aucun problème, parce qu'une personne qui naît femme et qui devient homme va très rarement niquer des records masculins, même si ça peut encore arriver. Mais il y a des personnes qui ont parlé de faire des catégories, une catégorie mixte, où là, tout le monde pourrait y aller. C'est une catégorie pour eux. Est-ce que c'est quelque chose de bien, de pas bien? J'ai pas de perspective là-dessus, mais je sais qu'il y a des personnes qui se sont vues enlever un record qu'elles avaient, parce qu'une personne trans, je sais pas, perso j'estime que c'est pas juste, mais bon. En fait, est-ce qu'on a des personnes trans qui sont là? Est-ce qu'il y a des personnes trans dans le chat et qui pourraient nous dire ce que vous en pensez? Le temps de transition aussi, c'est ça. Est-ce que le temps de transition impacte la biologie? Pour moi, la problématique du sport, elle est réelle. La problématique de elle, là, je suis désolée, non. Tu milites pas pour le droit des femmes en disant « Ouais, mais les trans, vous leur donnez trop et nous, vous nous oubliez. » Non, c'est pas comme ça qu'on milite pour une cause. Moi, je reste ouverte, franchement, je reste ouverte. J'ai bien conscience que je peux dire des fois des conneries, que je peux dire des choses, je peux me tromper. J'ai aujourd'hui, la sensibilité que j'ai, avec les informations que j'ai aujourd'hui, avec l'expérience de vie que j'ai, et je suis totalement ouverte au changement de perspective. Oui, pour n'importe quelle cause, on va dire, il y aura toujours des poissons qui nagent à contre-courant et qui vont foutre la merde, et qui vont heurter la cause, en fait. Et d'ailleurs, au passage, vous savez que même Daniel Radcliffe s'est exprimé sur un plateau de télé, j'ai adoré son exprimation. En fait, il a dit je me désolidarise d'elle. J'adore la série et tout, j'ai adoré jouer le rôle de Harry, et il y a des gens qui sont trans et qui viennent me voir et qui me disent, tu sais, moi je me suis beaucoup identifiée à ton personnage et tout, et il dit, moi ça me blesse, ça me fait mal au cœur ce qu'elle dit, parce que voilà, nous on veut juste être clair que c'est pas parce qu'elle l'a dit que nous on se désolidarise d'elle. Et donc Daniel Radcliffe, il a clairement exprimé son soutien pour les personnes trans, et ça m'a fait vraiment plaisir de l'entendre dire ça, parce que c'est vrai, en fait, putain, laisse-les tranquilles, putain de merde. Tu veux défendre la cause des femmes, je suis la première à vouloir défendre la cause des femmes, mais pas comme ça. Daniela Klett, une fugitive allemande recherchée depuis 30 ans, a été retrouvée puis arrêtée par la police grâce à une intelligence artificielle. Les robots vont nous détruire. Hein. Daniela Klett, 65 ans, a été arrêtée à Berlin le 26 février dernier et aussitôt emprisonnée. La police lui reproche d'avoir été membre de l'armée de la fraction... What? La police lui reproche d'avoir été membre de la fraction Armée Rouge, la fameuse bande à Bader dans les années 90. C'est terminé ça. D'accord. Elle est accusée de plusieurs attentats contre la Deutsche Bank, contre l'ambassade américaine ou encore contre une prison. Elle aurait aussi attaqué un fourgon blindé. Et c'est un journaliste canadien qui a retrouvé sa trace. Au départ, un auditeur allemand a contacté la presse parce qu'il pensait avoir retrouvé Daniela Klett. Il avait croisé une femme qui ressemblait à la vie de recherche. Mais ça faisait 30 ans. La fugitive fan de capoeira, jure. J'en ai fait 2 ans et demi de la capoeira, putain j'adore. Vivait au cœur de Berlin, je suis sûre je serais devenue copine avec elle. Est-ce qu'elle a tué des gens? Si elle a tué des gens, non. Le journaliste canadien Michael Colborn, spécialiste en reconnaissance faciale, est alors sollicité. Il compare les photos, mais c'est une fausse piste. Il utilise alors un logiciel faisant appel à l'intelligence artificielle. Il entre une photo de la qui date de 30 ans et lance une recherche sur internet. 10 minutes plus tard, bingo, en 10 minutes, le logiciel a trouvé des photos d'une vieille dame fan de capoeira, une danse brésilienne, c'est pas une danse, c'est un art martial. Le logiciel est formel, la jeune terroriste et la femme qui aime la danse brésilienne et les fleurs ne sont qu'une et même personne. Daniela Klett vivait à Berlin sous un faux nom, discrètement,
Mais en laissant traîner quelques photos d'elle sur les réseaux sociaux, elle s'est fait attraper. La police l'a enfin arrêtée fin janvier après la publication de l'enquête dans un podcast. Les journalistes qui ont participé à cette enquête affirment n'avoir rien communiqué à la police et la police affirme ne pas avoir eu besoin des informations de la presse. Un mystérieux informateur les aurait mis sur la piste juste avant, en novembre dernier. L'Armée Rouge, c'était des révolutionnaires. Bah oui, mais en fait, ils ont tué, d'accord. Mais est-ce qu'elle l'a tué? Ou est-ce qu'elle a contribué à faire tuer? Le truc, c'est que c'était pour faire quoi, l'Armée Rouge? C'était pas pour libérer de je sais plus quoi, là? Je sais pas, en fait. En réalité, le plus vraisemblable, c'est que les enquêteurs de la brigade criminelle ont appris qu'on pouvait retrouver sur Facebook une terroriste recherchée depuis 30 ans. Grâce à un logiciel grand public qui coûte 30 € par mois. Le plus vraisemblable, c'est qu'ils ont fait exactement comme le journaliste canadien. Seulement, les policiers ne peuvent pas le dire. D'abord parce que ça fait pas très sérieux, mais surtout parce que légalement, ils n'ont pas le droit d'utiliser ce logiciel. Il y a des lois sur le respect de la vie privée qui les en empêchent, d'où la version officielle selon laquelle la police n'a pas utilisé l'intelligence artificielle. Ah, c'était des communistes. Objectif, déstabiliser le gouvernement allemand, installer un régime marxiste en Allemagne, soutenir les luttes communistes dans le monde, bon, anti-impérialiste. Bah, quand tu vois où le capitalisme nous envoie, excuse-moi, je me demande si Marx, il avait peut-être pas un petit peu raison. Hein. Merci aux nouvelles personnes, nouveaux nouvelles qui nous follow. Alors, merci d'avoir été présent dans le chat. Merci d'avoir commenté ma perruque en bien. Merci de m'avoir tenu compagnie. Pour YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve bientôt pour une nouvelle rediffusion. Et prenez soin de vous.